Moi, je dirais que je suis l'enfant du charbon qui est venu au corps de l'acier. Je suis donc né à Forbach. Je vivais dans une ville qui s'appelle Stirin-Wendel, qui est une ville qui est la ville frontière avec Saarbrück, ou Saarbrücken en allemand. Et il y a une frontière qui s'appelait à l'époque, dans ma jeunesse, la Brème d'Or. Vous verrez tout à l'heure dans mon exposé sur ma jeunesse, vous verrez que c'est un point extrêmement important qui, en partie, a été un élément déterminant dans une partie de ma vie future. Donc effectivement, des bancs de l'école, du lycée de Forbach, ma jeunesse s'est passée, bien sûr, entre ma vie familiale, l'école et, je dirais, le sport. Mais dès l'âge de 8 à 10 ans, nous allions quasiment 1 à 2 fois par semaine à Saarbrück. Alors pourquoi Saarbrück? Parce qu'effectivement, c'était effectivement très proche, mais surtout avait eu lieu le plan Marshall après la guerre. Et donc, par exemple, à Saarbrück, dans les années 1960, vous aviez déjà 2 piscines d'été, dont je me rappelle d'ailleurs les noms, ça m'a tellement marqué, le Totobad et le Deutsche Schmülebad. Il y avait une piscine d'hiver qui se trouvait près de la gare. Il y avait des terrains de sport qui se faisaient à peu près partout, alors qu'à Forbach, il n'y avait même pas une piscine, il y avait effectivement un étang dans lequel on allait se baigner. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dès cet âge-là, je me suis trouvé en contact avec un autre pays, une jeunesse qu'on voyait tous les jours, lorsqu'on y allait, ou 2 fois par semaine lorsqu'on y allait, et ce qui m'a permis effectivement, très, très jeune, d'avoir cette volonté d'international. On parlait couramment l'allemand. D'ailleurs, on verra tout à l'heure, je rappellerai simplement que mon compère était Kaiser Lokomotivführer, et en aucun cas, mes grands-parents parlaient français, ils parlaient uniquement l'allemand. Je rappelle également qu'à cette période-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Sarre était un protectorat français, et la monnaie était 1 franc pour 1 Deutschmark. Voilà, je dirais, ma première partie de ma vie avant d'avoir à faire un choix qui viendra un peu plus tard sur ma direction que j'appellerais professionnelle. Mes premières expériences professionnelles, lorsque on était dans cette période-là, donc on est dans les années 65-66, dans cette région-là, vous avez d'un côté donc cette Sarre qui, par ce plan Marshall, je rappelle le plan américain, qui a permis à l'Allemagne d'ailleurs d'être toujours devant la France dans l'ensemble de ses infrastructures, industries, tutti quanti, puisque nous, les Français, à l'époque, on n'en a pas tout à fait voulu, dû d'ailleurs à notre ami Charles de Gaulle. Il est certain qu'il y avait une possibilité d'aller travailler en Allemagne, qui, à l'époque, recherchait de la main-d'œuvre. Et de l'autre côté, lorsqu'on restait sur les territoires, si j'avais voulu rester dans ma ville d'origine et natale, soit on allait travailler au Hier du bassin de Lorraine, soit effectivement on rentrait, je dirais, dans le monde du public, ce qui était hors de question pour moi. Ce n'était pas ma direction que je souhaitais. Et il n'était pas question pour ma maman, ma mère qui est une personne qui a toujours fortement compté de ma vie, Marie. Il était hors de question que je puisse aller travailler au fond de la mine. Mes parents ne souhaitaient pas, parce que comme beaucoup d'autres Français de cette région-là, ont eu, on va l'appeler ainsi, quelques difficultés de vie avec le nazisme qui a quand même très fortement influencé cette région dans cette période-là. Donc par respect pour mes parents, je ne suis pas allé travailler de l'autre côté, c'était de l'autre côté. À l'époque, rappelez-vous quand même, on est dans une période où il y a encore, je dirais, beaucoup de conséquences de cette période de l'Allemagne nazie. Toujours est-il qu'à partir de là, vers 17 ans, il faut que je fasse un choix. J'avais l'avantage, effectivement, d'être un bon joueur de football et avoir des contacts sur Metz, puisque je considérais qu'à partir du moment donné où il fallait partir de Forbach, soit on allait à Metz, soit on allait à Strasbourg. Les moyens qui ont été les miens m'ont amené à Metz et je suis rentré dans une société qui s'appelle la Davum, qui était une dépôt-agence de vente
des usines métallurgiques, qui était donc la sidérurgie, dépendant du groupe Pont-à-Mousson, où j'ai fait ma formation. J'ai eu ce grand avantage de vivre dans ce grand groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, qui à la fois était un groupe qui faisait du verre à travers des flottes, ce qui correspond à une façon de faire de la sidérurgie, de l'acier, on fait à travers un flotte, on fait du verre. Et en plus, donc Saint-Gobain-Pont-à-Mousson était l'actionnaire à l'époque de Sidor, ça rappelle peut-être quelques souvenirs à quelques anciens, et donc de cette sidérurgie. Donc je me suis installé sur Metz, j'ai joué au football à Forbach, j'ai joué au football au Ban Saint-Martin et à l'ES Metz, et j'ai d'ailleurs eu le grand plaisir de participer à la finale du championnat de France corporatif sous les couleurs de la Davum, société qui était installée à Bois-Pilly. Ce fut d'ailleurs l'entreprise de mes débuts, et dans cette entreprise, j'ai rencontré un premier homme d'exception. Ce premier homme d'exception s'appelait Roger Carpi, qui en était le PDG, qui guidera précautionneusement mes premiers pas dans l'univers de l'industrie. J'ai débuté dans cette entreprise à la comptabilité, ce qu'on appelait à l'époque les écritures, c'est-à-dire que lorsque de la marchandise rentrait ou sortait, on avait des bons, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque P14, vous voyez un peu le souvenir que j'en ai, qu'on remplissait à la main en disant quel produit il s'agissait, quel était son poids, parce qu'il était pesé, quel était son prix, sa destination. Tout ça, c'était fait à la main. Puis ensuite, il y avait effectivement déjà des machines électroniques IBM qui en faisaient ensuite un document papier. Donc j'ai débuté dans cette comptabilité et j'ai gravi tous les échelons dans cette société pour en terminer comme directeur général. Le Texas-Lorrain, oui, effectivement, j'ai eu ce grand plaisir et cette grande chance de connaître cette période. Alors cette période, c'était quoi? C'était effectivement la période de la reconstruction. Vous doutez fort bien qu'on est quand même, là on est dans les années 60-70, on est dans cette période après la guerre, on est dans une période de reconstruction, et le point de départ d'une reconstruction, c'est bien le charbon, l'acier, on est dans cette région charbon de l'acier, et il faut rappeler que le nord de la France et l'est de la France sont les deux régions vraiment industrielles de ce pays, et qui permettent effectivement de faire en sorte que ce pays devienne petit à petit, à travers les investissements dans les logements, l'infrastructure routière, ferroviaire, et je dirais également d'un autre côté l'exportation, puisque compte tenu de sa situation géographique, l'exportation des produits ouvrés, puisqu'on avait déjà compris à l'époque que c'était bien gentil d'exporter de la matière première, mais qu'il valait quand même mieux exporter de la matière première sur laquelle il y avait des valeurs ajoutées. Et je dirais, cette période, effectivement, que j'appelle de Texas, a été une période où vous aviez une inflation relativement forte, ce qui permettait effectivement d'avoir, et il y avait un syndicaliste, d'ailleurs de la CFDT, dont j'avais toujours apprécié ses propos, qui disait il faut avoir du grain à moudre pour satisfaire ses salariés. Et le grain à moudre était là, puisqu'il y avait à la fois il y avait de l'inflation et à la fois il y avait le plein emploi. Donc les familles, petit en petit, parce qu'il faut savoir également que le mot, je dirais, majeur qui prônait dans les familles, en dehors de l'amour de la famille, c'était le travail. Et le travail, c'était la santé, et le travail, c'était le bien-être social. Et ça, je pense d'ailleurs qu'on l'a oublié un peu aujourd'hui, mais toujours est-il qu'en se basant sur cela, alors avec les avantages et les inconvénients, je me permets de rappeler qu'à l'époque, l'horaire hebdomadaire était de l'ordre de 44 heures par semaine, on travaillait toute la semaine, y compris le samedi matin, mais on gagnait de l'argent, et donc petit à petit, les gens qui travaillaient, qu'ils soient ouvriers ou pas ouvriers, qu'ils soient comptables, qu'ils soient commerçants, c'était une machine qui tournait, et les gens cherchaient à améliorer bien sûr leur cadre de vie. Petit à petit, ils en recherchaient à devenir propriétaires de leur logement, d'acheter des appareils ménagers, du logement, des vacances, puisque à ce moment-là, on a commencé à trouver, je dirais, des possibilités de 3 à 4 semaines de congé, et tout ça a fait que cette mécanique qui tournait bien, tout le monde en profitait, et les gens étaient heureux. Je me rappelle, les gens allaient au travail avec le sourire. J'en vois relativement peu aujourd'hui qui vont au travail avec le sourire.
Donc pour moi, ça a été ce Texas-Lorrain. En plus de ça, la Lorraine et principalement, je dirais, les départements qui étaient très ancrés au charbon et à l'acier. Rappelez-vous quand même 1952, c'est la CK, ont eu une position très rapide sur l'international. C'est-à-dire qu'en dehors d'avoir une main-d'œuvre de qualité, en faisant d'ailleurs entrer un certain nombre d'étrangers, dont on parlera tout à l'heure, la Lorraine et la Moselle ont toujours été une zone où on a su intégrer le travailleur, qu'il soit français bien sûr, mais surtout étranger. Et donc cette période a été une période d'abord pour moi tout à fait extraordinaire, qui m'a permis de découvrir les gens heureux, et les gens heureux au travail, et bien sûr en dehors du travail. Ce qui nous a permis bien sûr de vivre une période tout à fait exceptionnelle. Je voudrais surtout parler, je dirais, de ma Moselle, de ma Lorraine, voire du Grand Est. Alors effectivement, comme je vous ai expliqué au début de mon intervention, une partie de ma jeunesse s'est passée de l'autre côté de la frontière, d'abord du côté sarrois, puis quelques années après du côté luxembourgeois, où j'ai beaucoup travaillé, en Sarre et en Allemagne, donc dans ma jeunesse. Puis, donc ça veut dire qu'on avait une habitude de pouvoir rencontrer des gens qui n'étaient pas des Français. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que cette Lorraine, où encore aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a un avantage qui, même s'il est un peu moins vrai, c'est quand même, je dirais, une qualité de main-d'œuvre. Une qualité de main-d'œuvre. Il y a toujours eu, je dirais quand même, une volonté de formation qui fait que les points forts de notre pays ou de nos territoires, c'est cette main-d'œuvre et sa situation géographique. Les points forts pour moi au niveau de notre situation géographique, c'est d'abord bien sûr le Luxembourg et la Sarre, on en s'arrêtera tout à l'heure. Vous savez comme moi que ces deux pays cherchent à la fois bien sûr de la main-d'œuvre. Je rappelle qu'aujourd'hui il y a plus de 100 000 Français de Lorraine et particulièrement de Moselle qui vont travailler au Luxembourg. Il y en a quand même un certain nombre de milliers qui vont également travailler en Sarre. Je dirais d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui le retour, on s'aperçoit bien que les salaires beaucoup plus importants luxembourgeois permettent également d'irriguer une partie de l'axe, j'appellerais ça Thionville-Metz, si je peux m'exprimer ainsi, à droite et à gauche. Donc ça, c'est un point, à mon avis, extrêmement fort. Et je pense que le deuxième point fort, avant de parler de faiblesse, deuxième point fort, je dirais, de cette Moselle, Meurthe-et-Moselle, c'est quoi? C'est effectivement de pouvoir être un hinterland. Qu'est-ce que c'est un hinterland? C'est effectivement des bases de logistique ou de services par rapport à certains pays comme la Sarre et surtout le Luxembourg, qui ont, je dirais, des places libres en surface pour recevoir des implantations relativement faibles. Et en plus, tout à l'heure, avant que démarre cette émission, je faisais remarquer à mon ami Édouard qu'en me trouvant la semaine dernière à Thionville, c'est la première fois, pour moi quasiment depuis toujours, où j'ai vu des Luxembourgeois venir faire le plein d'essence à Thionville. Pourquoi je dis ça? Je dis, si vous voulez ça, parce qu'il y a une modification profonde de l'ordre mondial, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a au moins une volonté aujourd'hui d'un certain nombre de pays, que j'appellerais des pays autocrates, si vous me le permettez, de changer cet ordre mondial. Et on s'aperçoit de quoi? Que changer cet ordre mondial, ça veut dire quoi? C'est quand même une menace pour notre liberté. Et notre liberté, quelque part, passe à travers le fait que nous maîtrisions nous-mêmes un certain nombre de produits et un certain nombre, je dirais, de services. Au niveau des produits, vous ne ferez jamais de char sans avoir de l'acier, et vous ne ferez jamais vivre une population sans avoir une énergie. Or, aujourd'hui, il est évident que le tout mondial qui a prévalu ces dernières décades d'années, à mon avis, est révolu en partie au moins, pour deux raisons. La première, pour des raisons environnementales, donc le coût du transport et tutti quanti, on a vu cet été ce que donne cela, mais également, d'un autre côté, c'est que l'Europe doit devenir autosuffisante
sur un certain nombre, je dirais, de produits et de services. On ne peut pas venir sur le gaz de Russie, je ne veux pas parler du blé, mais vous comprenez comme moi que ça va être, je dirais, le combat de demain. C'est notre combat de notre liberté. Et dans ce combat de notre liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'en Europe se dégage un certain nombre de lieux où nous allons pouvoir recevoir de grandes usines, par exemple pour fabriquer des puces électroniques. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui le grand combat, c'est la puce électronique, avec tous ses dérivés. Vous savez que des puces électriques, il faut de l'eau, donc ça veut dire qu'il faut à la fois des terrains, il faut de l'eau. Je ne parlerai pas de batteries électriques, parce que là aussi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'une pénurie d'électricité, et on est en train de vouloir mettre toutes les voitures en électrique. Je pense que là aussi, ils sont... Alors que j'ai toute confiance à EDF, et je compte bien que EDF réussisse à ce que les 32 réacteurs soient prêts pour le janvier de l'année prochaine pour nous amener l'électricité nécessaire à notre bien-être. Mais je pense que dans cette position-là, indiscutablement, notre région a un certain nombre d'avantages et il faut savoir les mettre en avant. La faiblesse, alors je parlais surtout des PME, voire des PMI, c'est le manque de fonds propres. Je crois que le grand sujet sur lequel il faut que l'ensemble, je dirais, des forces qui ont un moyen d'intervention dans ce domaine, y compris peut-être réagir, demain mettre vraiment en avant deux choses, fonds propres et besoin en fonds de roulement, quoi. Ça, à mon avis, c'est tout à fait clair. Je pense également qu'on est en train, à l'heure actuelle, de mieux adapter la formation. On commence à voir les résultats. Et je pense qu'il faut rendre hommage à ce gouvernement et aux précédents d'aller dans cette direction-là. Et puis surtout, nous avons quand même des charges sociales sur salaire et des prélèvements, charges et taxes d'entreprises, à mon avis, trop élevées. C'est certainement celles qui font partie des premiers plus élevés en Europe. Et je pense que cela, il faudrait que ça change. La première, c'est que la Moselle est un territoire où on a su recevoir de la main-d'œuvre étrangère, on a su assimiler, et aujourd'hui, je pense que l'assimilation est un élément nécessaire. Certes, une assimilation, je dirais, régulée et contrôlée, et surtout essayer d'avoir cette main-d'œuvre étrangère dont on a absolument besoin, qui correspondent à nos besoins. De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage, c'est, même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, c'est quand même d'avoir toujours une main-d'œuvre de qualité, même si l'après-Covid nous amène à constater qu'il y a un certain nombre de professions qui sont aujourd'hui en pénurie de main-d'œuvre. Et puis je dirais surtout, il faut, c'est ce qu'on constate tout de même, c'est une forte solidarité de l'ensemble des forces publiques et privées pour mettre en avant notre territoire. Et je crois que de ce côté-là, même si de temps en temps il peut y avoir quelques divergences, c'est quand même un point fort. Mais je crois surtout qu'au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, à travers, je dirais, cette révolution économique mondiale qui va nous obliger de prendre un certain nombre de décisions où nos territoires, parce que sur nos territoires, il existe énormément de sites qui peuvent demain répondre. Rappelez-vous, aujourd'hui, il y a 2 projets en photovoltaïque qui se trouvent, un, si j'ai bien compris, à Sarreguemines, l'autre à Illéonge. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut effectivement de la surface. Nous avons de la surface sur des sites charbonniers ou, je dirais, sidérurgiques qu'il faut demain effectivement dépolluer et mettre à la disposition d'activités qui sont celles qui permettront à ce que la France et l'Europe deviennent autosuffisantes dans un certain nombre de lieux. Il faut aussi ajouter un point, il faut que nous parvenions, à travers nos élus, à ce que le territoire que nous représentons puisse avoir des pouvoirs qui lui permettent de traiter d'égal à égal avec ce que je parlais tout à l'heure, que ce soit le Luxembourg, que ce soit la Wallonie, que ce soit Trèves, que ce soit la Sarre, qu'on puisse effectivement, qu'il y ait des sujets régaliens qui se traitent au niveau du gouvernement. Ok, ça me paraît tout à fait clair, mais par contre,
les éléments de la vie de tous les jours, et je prendrai simplement un exemple qui est la mobilité. Hein, vous êtes tous conscients quand même, nous sommes tous conscients que si on ne fait rien rapidement, et très rapidement, la mobilité vers le Luxembourg va devenir quelque chose d'impossible. Et vous savez comme moi que le Luxembourg est plutôt parti pour souhaiter et trouver une main-d'œuvre de 150 000 à 200 000 Français dans les 5 à 10 ans qui viennent. Je crois que cette mobilité, il faut qu'elle soit effectivement mise à niveau. Et pour la mettre à niveau, il faut que nos élus locaux possèdent les pouvoirs permettant effectivement de traiter d'égal à l'égal, que ce soit avec le gouvernement luxembourgeois ou que ce soit avec le gouvernement du Land de Sarre. Les facteurs de succès pour mettre en exergue notre territoire, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est cette volonté, je dirais, de tous les élus, y compris des représentants économiques du monde privé, et que ce soit également des associations. Il faut absolument que nous parvenions à trouver, je dirais, une façon de se comporter, une façon de prendre les choses par le bon bout et de mettre en avant ce qui est nécessaire pour que le succès soit. Il me semble quand même très intéressant pour la Moselle d'observer avec une grande attention la suite du CEA. Donc je parle de la Communauté européenne d'Alsace. Après, on peut en parler, en penser ce qu'on veut, mais elle existe aujourd'hui. Elle semble avoir des pouvoirs, et d'ailleurs à ce sujet-là, je pense que lorsque je parle de solidarité, ça sera d'ailleurs un des sujets tout à l'heure, je reviendrai dessus. Pour moi, travail. Je suis extrêmement clair, en dehors de la personne qui a l'avantage peut-être d'hériter d'une grande fortune. Moi, je parle plutôt d'un jeune chef d'entreprise qui s'est mis à son compte ou qui a repris une affaire et qui s'est endetté, hein, parce qu'à un moment donné, on n'a pas tous l'argent pour acheter cash une entreprise. Je pense au travail. Je crois que celui qui demain ouvre une entreprise ou rachète une entreprise et qui veut effectivement faire 35 ou 39 heures par semaine, pour moi, il faut qu'il oublie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un terme que j'utilise toujours, c'est BFR, le besoin en fonds de roulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas dépenser plus d'argent que vous avez dans la caisse. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le matin votre rideau de votre entreprise, quelle que soit l'entreprise, il faut avoir suffisamment d'argent dans la caisse pour pouvoir effectivement l'achalander et que vos ventes soient d'un montant supérieur à vos dépenses et qui vous permettent effectivement de dégager un résultat pour pérenniser votre entreprise. Le point peut-être essentiel de mes conseils, c'est le choix de vos salariés, surtout par les temps qui courent. Je crois qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui la situation est un peu plus difficile, un peu plus tendue. C'est d'ailleurs très bien, hein. Il y a des périodes où c'est l'entreprise qui mène le bal, comme on dirait dans la recherche de main-d'œuvre et dans définir les conditions. Aujourd'hui, c'est le salarié qui a plutôt, je dirais, la position privilégiée. Je trouve ça tout à fait bien. Il y a un équilibre qui se fait. Ça a toujours existé. Et pour moi, le choix pour un chef d'entreprise, le choix des salariés est fondamental. À partir du moment donné où il a fait ce choix, il faut qu'il leur fasse confiance et il doit créer un dialogue avec, je dirais, une volonté de dire la vérité. Quand je dis dire la vérité, il y a une vérité acceptable, il y a des vérités qu'on ne peut pas dire, malheureusement. Hein, la maladie, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas à venir. Mais la vérité économique, c'est-à-dire qu'une entreprise, on a besoin d'expliquer pourquoi l'entreprise, à un moment donné, se porte bien. On sait pertinemment bien que toute entreprise, sans exception, a des hauts et des bas, et il faut savoir expliquer cela. Et puis je dirais, le mot qui, comme souvent Jean-Pierre dit, qui marque Yvan Ry, eh ben, c'est chasser en meute. C'est chasser en meute et surtout pas de rester isolé. Hein, disons, pour vous donner un exemple, lorsque j'ai démarré en tant que chef d'entreprise, j'avais un avocat. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde qui apparaît vers vous, il en faut 2 ou 3. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vivre tout seul dans votre entreprise. Il faut que vous ayez autour de vous un réseau. Et c'est pour ça que j'ai toujours été dans ces réseaux et qu'aujourd'hui, avec Jean-Pierre, j'anime Réagir, comme Jean-Pierre a animé des associations.
Pourquoi? C'est justement de mettre à disposition principalement des entreprises, mais surtout des jeunes chefs d'entreprise, un peu notre expérience et qu'on puisse à un moment donné les conseiller. Et il faut que vous fassiez partie, messieurs les jeunes ou mesdames les jeunes chefs d'entreprise, absolument d'une association économique. C'est les 50 ans de mon groupe en 2002. Donc l'entreprise que j'ai rachetée en 1985 a été créée en 1952 et en 2002, on a donc les 50 ans, on a inauguré l'usine ferroviaire qui se trouve encore aujourd'hui à Yutz. Et j'avoue que ça a été une fête grandiose, grâce également à la participation très active de la ville de Yutz et de la communauté commune de Thionville-Porte-de-France à mon implantation et à cette manifestation où nous avons réuni 500 personnes de l'Europe entière. Et j'avoue que j'ai un souvenir inoubliable de ce moment-là.